On en vient à l'heure qui est grave pour Vladimir Poutine. Et vous savez à quoi ça se voit que l'heure est grave? Tout simplement parce qu'il change de tenue. Il était en costume cravate il y a encore quelques heures. Et regardez ces images, c'est en treillis qu'on l'a retrouvé. Il a troqué donc son costume, les dorures du Kremlin, pour un treillis militaire et le terrain aux côtés de ses soldats. Visite hier et inspection dans un centre de commandement dont on ignore d'ailleurs la localisation, en compagnie de Valery Gerasimov, le chef d'état-major des forces armées russes. Le président, qui, vous allez l'entendre, reprend son rôle pleinement de chef de guerre, nous menace comme souvent quand il se sent traqué et quand il n'a pas toutes les cartes en main qu'il peut jouer, notamment vis-à-vis de l'Amérique. Avant de parler de menaces, juste peut-être un commentaire, un petit tour de table rapide. Je commence par vous, Magali. Sur ces images, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le chef de guerre, Vladimir Poutine, dans un complexe, dans un contexte militaire. Alors, on l'a vu en septembre lorsqu'il avait supervisé les opérations, voilà, les exercices Zapad, qui sont des grands exercices qui ont lieu tous les 4 ans en Russie, Biélorussie. Et on avait remarqué en effet qu'il avait remis le treillis. Ce qu'il avait fait aussi à Koursk, lorsque les Russes avaient repris cette poche de Koursk qui avait été occupée par les Ukrainiens pendant un temps, c'est vraiment, quand il met le treillis militaire, c'est qu'il veut vraiment adresser un message, évidemment, un message de fermeté, chercher à intimider le reste du monde. Et là, il le fait avec un missile qu'il essaye quand même de développer depuis 2018, hein, dont le premier tir aurait été réussi, missile à propulsion nucléaire, capable de défier le reste du monde, d'atteindre les États-Unis. Donc on est vraiment dans là encore, hein, dans ce parfum de guerre froide, avec un Vladimir Poutine qui, avec son son chef d'état-major des armées, gonfle le torse en disant « Nous avons maintenant une arme que vous n'arriverez pas à arrêter ». Alors, Gerasimov, c'était le monsieur qui était assis en contrebas. Alors, parce qu'il y a un jeu, il y a l'estrade, comme un peu le professeur Poutine en uniforme, et puis vous avez tous les ministres autour. Ces scènes, on aurait du mal à les voir et à les croire dans notre pays, dans d'autres d'ailleurs, mais en Russie, ça fonctionne. Oui, c'est la verticale du pouvoir, comme dirait l'ancienne éminence grise de Poutine, Vladislav Surkov. Mais là où c'est pas anodin ce costume, c'est que certes, avant la guerre d'Ukraine, on avait connu Poutine qui chevauche torse nu, etc. Le Poutine macho et viril, c'est plutôt Zelensky qui a la forme pour le faire désormais. Le fait que Poutine ait recommencé à mettre l'uniforme cette année à partir de mars, précisément quand il a fêté la reconquête de l'oblast russe de Koursk sur les forces ukrainiennes, c'est que maintenant, on veut montrer aussi aux Russes que la guerre, c'est plus ce conflit lointain qu'on essaie d'écarter de leur quotidien. Jusqu'ici, Poutine, il évitait l'uniforme militaire aussi pour dire que la guerre d'Ukraine, c'est un conflit secondaire, ça ne concerne pas les Russes dans le quotidien. Et ça arrive d'ailleurs au moment où les Américains, et on en reparlera bien évidemment, ont mis des sanctions qui semblent fonctionner, économiques, et où les Russes se rendent compte plus que jamais que depuis 4 ans, il y a une guerre en Ukraine et que ça impacte la Russie. Magali, vous avez esquissé les capacités de ce missile. Brandon, merci. On va voir avec vous en détail de quoi il s'agit. D'abord, écoutons les menaces hier de Vladimir Poutine. Concernant l'essai du missile à portée illimitée Bourevestnik équipé d'un réacteur nucléaire, il s'agit d'un produit unique dont personne d'autre ne dispose dans le monde. Je me souviens très bien que lorsque nous avons annoncé que nous développions une telle arme, même des spécialistes de très haut niveau m'ont dit que oui, c'était une bonne arme, digne d'intérêt, mais irréalisable dans un avenir proche. Maintenant, les essais décisifs sont terminés. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre cette arme en service. Mais les objectifs clés sont désormais atteints. Et donc j'aimerais entendre l'avis du chef d'état-major général. En effet, sa différence par rapport aux essais précédents réside dans le fait que le missile a volé pendant de nombreuses heures et a parcouru une distance de 14 000 km. Et ce n'est pas la limite. Alors Brandon, il reste beaucoup de travail, mais ce missile existe. Dites-nous tout. Bonjour Christophe, effectivement, alors regardez bien cette image du ministère russe de la Défense. Pour Vladimir Poutine, ce missile est un produit unique au monde. Alors pourquoi le chef du Kremlin dit ceci? Parce qu'il suffit de regarder ses caractéristiques techniques qui sont assez impressionnantes. On parle d'un missile de croisière à propulsion et armement nucléaire, développé, Magali l'a dit à l'instant, à partir de 2018. Et puis le chef d'état-major des armées russes, il précise ceci, et c'est assez intéressant de s'arrêter quelques secondes. Ce missile qui permet donc de l'utiliser avec une précision garantie contre des sites hautement protégés, situés à n'importe quelle distance. C'est ça qui fait la particularité de ce missile.
c'est la portée. Magali le répétait aussi, on peut atteindre les États-Unis. On parle d'une portée, les spécialistes évoquent presque plus de 20 000 km, en pratique donc illimitée. On peut atteindre l'ensemble du globe terrestre avec une longueur de 12 mètres et il peut aussi esquiver des défenses. Alors c'est intéressant quand même de le comparer à l'autre arme forte du Kremlin, l'Oreshnik, qui peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. La différence, c'est sa portée beaucoup moins importante. Alors, ce n'est pas la première fois aussi que Vladimir Poutine évoque un test réussi. Il y avait déjà 2018. C'est intéressant de regarder cette longueur, 12 mètres, parce qu'il y a aussi des défauts pour ce missile. Il est visible, forcément, il ne passe pas inaperçu, et donc il est vulnérable. On parle donc de 2023, octobre 2023, pour un premier test réussi. Il l'a affirmé il y a quelques heures, Vladimir Poutine. Alors, on n'a pas les mêmes conclusions parce que du côté des renseignements américains, on dit effectivement qu'il y a eu 13 vols d'essai ces derniers mois qui se sont tous soldés par des échecs. Merci beaucoup, Brandon. Vous ne partez pas trop loin parce qu'on va parler avec vous dans un instant d'autres menaces nucléaires, toujours signées Vladimir Poutine. Gaëtan Powys, qui livrait d'ailleurs entre les Russes et les Américains, sachant que si on a bien écouté Vladimir Poutine, il dit qu'il y reste beaucoup de travail encore sur ce missile. Oui, tout à fait. En fait, de par sa propulsion, c'est un système qui est extrêmement compliqué. Ce n'est pas une nouveauté. La propulsion nucléaire pour des avions ou des missiles avait déjà été testée en Union soviétique, aux États-Unis durant la guerre froide. Mais en revanche, comme l'explique le président russe, c'est la première fois qu'un missile aujourd'hui est opérationnel ou potentiellement opérationnel avec une propulsion nucléaire. En revanche, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est qu'on est sur un missile avec un réacteur nucléaire, mais qui de fait a besoin d'être refroidi avec un liquide. Et ce liquide est stocké où ? Dans un réservoir. Quand votre réservoir est vide, eh bien, le moteur surchauffe et de fait, votre missile est perdu. Donc, une portée qui est effectivement très longue. On a parlé dans l'actualité récente des Tomahawk avec une portée de plus de 1600 km. Là, on a une portée qui est annoncée à plus de 20 000, mais absolument pas une portée illimitée, puisqu'à partir du moment où vous ne pouvez plus refroidir ce missile, eh bien, le réacteur qui permet la propulsion, eh bien, il surchauffe et de fait, votre missile est perdu. Et Gaëtan, outre les qualités techniques de ce missile, il y a l'après-vente fait par Vladimir Poutine et ça ne doit rien au hasard. Ah oui, non, tout à fait. On est vraiment à une époque où les Russes sont en train d'effectuer des tests avec les exercices stratégiques, avec des tirs de missiles, notamment l'exercice Grom. On est à un moment où ça discute beaucoup d'Ukraine et, comme vous l'avez expliqué, le président russe aimerait qu'on arrête de parler que ce soit trop de l'Ukraine ou peut-être parce que ça n'avance pas assez vite à son goût. Et donc, c'est le moment de montrer que la Russie est une puissance nucléaire et qui est capable aussi de développer des hautes technologies. Maintenant, comme vous l'aviez expliqué aussi, on est sur un missile qui est très instable, avec des capacités nucléaires qui existent déjà en Russie, qui sont plutôt conventionnelles, plutôt classiques, mais inversement, on est sur un missile aussi qui a explosé de nombreuses fois, par exemple en 2019, qui a explosé sur son pas de tir, tuant au passage 5 scientifiques, mais aussi éparpillant des matières nucléaires radioactives qui venaient du moteur en question. Donc c'est très compliqué et j'ai beaucoup de mal à croire que ce missile sera produit en quantité de par sa complexité. Merci beaucoup Gaëtan Powys, c'est toujours un plaisir que de vous avoir, précieuses informations. Gilles, n'empêche que c'est un président russe en treillis, dans une ambiance très austère, qui hier prend la parole et parle de l'arsenal et nous menace. Alors nous menace, on va y venir dans un instant, mais en tout cas il y a cet arsenal, même si le décor paraît, et on se le disait ensemble en plateau, un peu vieillot. C'est aujourd'hui, au moment où il est en difficulté, et économiquement dans son pays, et également sur la scène internationale vis-à-vis des Américains. Alors juste pour ajouter, c'est un missile qui est aussi très lent. Il a fait 14 000 km en 15 heures. Les missiles balistiques aujourd'hui qu'on tire d'un continent à l'autre, c'est 12-18 minutes. Et donc, si on sait qu'un missile nucléaire a été tiré et qu'on a 12-13 heures de gérer la crise, on est dans un jeu de dissuasion et des stratégies nucléaires complètement différentes. Donc, je mets ça de côté. Et puis, évidemment, c'est très bien que quelqu'un est arrivé à faire un
un réacteur nucléaire très petit, parce que ça peut être la solution pour la transition énergétique. Si on peut avoir des petits... Oui, c'est ça. Si on peut avoir des trucs qui sont comme un conteneur et les mettre partout pour faire l'énergie, c'est génial. Donc, à condition que ce ne soit pas entre les mains des Russes, peut-être. Non, mais bien sûr. Mais c'est très encourageant. Alors pour revenir à nos problèmes géopolitiques. Donc, la situation actuelle, c'est que la Russie n'a pas renoncé à son objectif, c'est-à-dire de transformer l'Ukraine en Biélorussie bis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Ukraine souveraine. Ça, c'est l'objectif russe. Ce qui a changé depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, c'est qu'il n'y a plus de camp de démocratie, il n'y a plus de camp libre. Il y a les États-Unis, qui est une force indépendante, qui écoute des propositions russes, qui écoute des propositions chinoises, qui écoute des propositions de l'Europe et qui va décider ce qu'il va faire. Mais ils ne sont plus liés par l'idéologie ou par le passé avec quiconque. Dans ces conditions-là, ce que font les Russes, ils mènent une guerre sur le terrain d'abord, mais aussi une guerre diplomatique dont l'objectif, c'est de couper les vivres à l'Ukraine. Et c'est ça leur objectif. Tout ce qu'on voit maintenant, c'est pour les opinions publiques, pour les Américains qui vont voter ou pas, pour Trump ou pour les autres, et pour essayer de faire en sorte que les Américains lâchent l'Ukraine. Le président Poutine, d'ailleurs, qui a dit, je crois, hier, qu'il ne fallait plus compter sur un calendrier pour résoudre la guerre en Ukraine, que ce sont les actions militaires de terrain qui dicteront la fin de ce conflit. Brandon nous a rejoint parce qu'on va parler d'arsenal nucléaire. Pourquoi ? Parce que hier, encore, au cours de cette conférence de presse, de cette sortie du président russe, eh bien, il nous a directement menacés. Lui croit en une chose, la surenchère de l'arsenal nucléaire russe. Écoutons-le. En ce qui concerne l'entraînement aux armements et à l'utilisation des forces offensives stratégiques, cela a une fois de plus confirmé la fiabilité du bouclier nucléaire russe. Nos forces stratégiques sont capables d'assurer pleinement la sécurité nationale de la Fédération de Russie. Nous en avons déjà parlé, c'est un fait bien connu de tous les experts militaires du monde. La modernité de nos forces armées, ou plutôt de nos forces de dissuasion nucléaire, est au plus haut niveau. On peut sans aucun doute affirmer, et sans aucune exagération, qu'elles sont au-dessus de toutes celles des autres puissances nucléaires. Alors on va se lancer dans un vrai faux, Brandon, avec vous. Est-ce que le président russe a raison quand il dit ça ? Est-ce qu'il dit vrai ? Alors déjà, Christophe, c'est extrêmement difficile de connaître, par définition. La capacité... Comment ? Par définition. Par définition, oui, la capacité du stock donc d'ogives nucléaires pour la Russie. On sait que ça a diminué depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. Les chiffres qu'on a les plus précis viennent de l'Institut pour la paix de Stockholm qui date de janvier 2024. Donc ils sont assez anciens et puis forcément des informations secrètes. Donc c'est assez difficile. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a 5580 ogives nucléaires pour cet arsenal russe. C'est 47% du stock mondial qui se trouve en Russie. Alors c'est assez aussi intéressant de comparer au reste du monde, très largement devant les États-Unis, toujours des chiffres de janvier 2024. Nous sommes à 5044 ogives nucléaires et vous le voyez, très largement devant les autres pays, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan ou encore Israël. Alors on a différentes armes de la part de la Russie, on en parle très régulièrement sur LCI, stratégiques, techniques, tactiques et intermédiaires. Alors il faut savoir que ce mercredi, on voit ces images, Vladimir Poutine qui a assisté en visioconférence à des exercices nucléaires, notamment à l'Extrême-Orient du côté de la Russie. Pas n'importe quelle date, Christophe, une semaine après les manœuvres annuelles des forces nucléaires de l'OTAN. Merci beaucoup, Brandon. On va partir, si vous êtes d'accord, direction Moscou, retrouver nos envoyés spéciaux Charles Divot et Gilles Parot. Merci beaucoup. Pourquoi, Charles, pourquoi Vladimir Poutine, hier, remet son treillis et rejoue pour la Xème fois son rôle préféré peut-être de chef de guerre, et avec lui en général, qui rime avec chef de guerre, rime avec nucléaire. Oui,
et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette posture, elle n'a strictement rien d'anodin. En fait, elle permet à Vladimir Poutine d'envoyer plusieurs messages. Le premier, très certainement, à l'Europe, aux États-Unis, comme pour leur prouver que malgré les sanctions, eh bien, la Russie a encore des capacités militaires, a réussi à innover en matière de combat. Ces missiles, en fait, c'est un peu une vitrine, comme pour prouver la puissance de la Russie. Le deuxième message, il est peut-être directement envoyé, en revanche, à la population russe. On le sait, il y a eu plusieurs frappes de drones ukrainiens sur le territoire russe ces derniers jours. Eh bien, finalement, se montrer en treillis, c'est comme pour rassurer la population, leur montrer que finalement la Russie a de quoi se défendre en cas d'attaque. Merci beaucoup Charles, merci à Gilles Parot qui vous accompagne. Il fait le service après-vente, Vladimir Poutine, il s'adresse à tout le monde. Et on parlera après des difficultés, bien évidemment, avec les États-Unis et notamment d'un message envoyé par Donald Trump hier à Vladimir Poutine. Mais d'abord, restons sur la Russie. On sait qu'il y a des difficultés sur le terrain, bien évidemment. Mais comme le disait Charles, en fait, le message et ces images s'adressent à tout le monde. D'abord à la population, parce que l'arme nucléaire en Russie, c'est une arme identitaire. C'est un des derniers liens qui les relie à l'ancienne superpuissance soviétique. 90% des armes nucléaires dans le monde sont partagées entre Russes et Américains. Et aussi, cette fois, à l'égard de nous, autant l'opinion publique, au bout de 3 ans, a compris que les menaces nucléaires russes, pour l'instant, étaient en l'air. On nous a promis de nous atomiser quand on livrerait des chars, puis des avions, puis des missiles longue portée. On devrait être un tas de cendres radioactives depuis 3 ans, au rythme où on allait des déclarations de Poutine. Mais la dernière chose, c'est qu'au-delà des mots, vous regardez tout simplement les budgets. Ce qu'on appelle les GPV, les lois de programmation militaire russes, le budget nucléaire de ce qui est prévu va peu augmenter. En réalité, la Russie ne se donne pas les moyens budgétaires de créer des armes miracles par milliers, de fabriquer des fusées. Pour la première fois depuis 4 ans d'ailleurs, pardon, je vous coupe, je suis désolé, ce budget baisserait. D'ailleurs, pour des raisons économiques. Après, il avait dit en 2022, puis il a réaugmenté comme par hasard après. Mais de toute façon, il fait ce qu'il veut de son budget, contrairement. Il n'a pas besoin de majorité pour ça. Mais pas la France. Ouais, on se comprend. Mais cela dit, autant Khrouchtchev parlait pendant la guerre froide, le dirigeant soviétique, de fabriquer des fusées comme des saucisses, autant la Russie, aujourd'hui, elle met tous ses moyens dans l'armement conventionnel. Il n'y a pas d'argent pour fabriquer en masse des Burevestnik ou autres. Ce qui est intéressant quand même, c'est son attitude. Alors, bien sûr, les images nous parle, et alors qu'il n'y a absolument rien de nucléaire dans la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie, on sait que c'est une guerre de tranchées, une guerre de terrain, une guerre de drones. Lui revient, comme le disait Aurélien, avec ses vieilles armes. Mais ces armes, comme le disait notre président de la République, c'est la dissuasion. Oui, sauf que quand j'entends autour de ce plateau et notre interlocuteur au bout de l'écran signaler toutes les déficiences de ce missile, déficiences en termes de vitesse, déficiences en termes de surchauffe du moteur, je me dis que pour la crédibilité russe, c'est pas une si grande nouvelle que ça. Ça veut quand même dire que la Russie certes, il fait des annonces, mais qu'au-delà des effets d'annonce, quelle est la crédibilité de ce missile et est-ce qu'il est vraiment de nature à modifier l'équilibre ? Je rappelle quand même que la fameuse course aux armements qui a mis fin à l'Union soviétique, elle s'est épuisée, l'Union soviétique, à la fin des années 90, a essayé de tenir tête à l'Amérique à l'époque de Reagan, une Amérique avec laquelle Trump se veut en fidélité, puisqu'il a repris le même slogan, America Great Again. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça derrière toutes ces annonces ? Poutine veut montrer qu'il est toujours devant, mais en réalité, quand on fait le compte, il est plutôt nettement derrière. Un Poutine en bout de course ? C'est une question que je pose. Non, je pense pas. Je pense que Poutine a beaucoup de problèmes. Il est loin d'être au bout de course. Et ce qu'on voit n'est pas pour Bruno Tertrais et ses camarades. Ce qu'on voit, c'est pour des... Ça veut dire quoi Bruno Tertrais. C'est-à-dire ce qu'on voit sur les annonces nucléaires et les débats techniques. En fait, c'est pas pour les spécialistes. C'est pas pour les spécialistes. Là, il parle aux gens qui vont voter dans les mois à venir pour des candidats qui sont anti-russes. Ça ne s'adresse pas aux techniciens. Pour des gens qui vont voter en Hongrie, en Croatie, en France, en Allemagne. Les pays du BRICS aussi, ou que pour l'Europe ? Tout, en fait, d'abord en Europe, c'est-à-dire il est en train de viser l'OTAN. C'est très intéressant, pardon. Ça rentre dans ce qu'on appelle aussi la guerre hybride, c'est-à-dire faire peur aux populations, faire pression. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se retrouver au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN, avec le plus possible d'Orban, le plus possible de Fico.
le plus possible de sceptiques, des gens qui continuent à acheter. Et évidemment, ensuite, il y aura un accord très généreux sur les gaz, sur le pétrole, avec un rabais, ce qui va permettre d'augmenter les retraites, etc., etc. Donc, c'est ça qu'il essaie de faire. L'idée, c'est de couper les vivres à l'Ukraine. Mais ça fonctionne encore ? Justement, plus trop. Ouais. Et parce qu'au début... C'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on y a cru. Alors on peut toujours y croire, bien évidemment, et puis il peut toujours y avoir l'accident. Parce que, regardez, on va changer de bloc parce qu'il y en a un autre qui est intéressant, parce que c'est Poutine qui le dit, quand il compare ce missile et il dit Tchernobyl. Tchernobyl, dans l'opinion publique, dans les opinions publiques, Tchernobyl... Ça parle, personne n'a cru que les radiations s'arrêtaient aux frontières, bien évidemment. Alors, le Tchernobyl volant, en l'occurrence, c'est bien ce missile Bourevestnik, parce qu'en 2019, il y a eu un incident nucléaire quand il a un peu explosé en vol, et il y a eu des pics de radiation qui ont été observés au niveau international en Russie, bizarrement à l'endroit du test du missile. La deuxième chose, si on revient à l'opinion publique, au début, en 2022, oui, c'était audible dans l'opinion publique de se dire si on aide de trop l'Ukraine, les Russes vont nous atomiser. Sauf que, par exemple, on sait aujourd'hui, preuve à l'appui, que les Américains ont fait comprendre aux Russes qu'une arme nucléaire tactique en Ukraine, là c'était finito pour eux, que même les Chinois auraient traité la Russie en paria. C'était Biden qui avait dit ça, pour rappeler à nos téléspectateurs, s'il y avait l'utilisation d'une quelconque arme, les Américains rasaient l'ensemble des bases russes à travers le monde. Et en fait, comme le signale Bruno Tertrais, par exemple, Bruno Tertrais a raison de dire depuis 3 ans qu'au-delà des fanfaronnades de Poutine ou de ses lieutenants, jamais Poutine n'a fait un vrai avertissement nucléaire. Un vrai avertissement nucléaire. Je suis un chômeur à Dresde. Je me demande si je vote pour l'AfD. Je regarde ces genres de choses. Voilà, c'est ça les niveaux. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est ça le niveau. Mais pour l'instant, l'opinion publique achète un peu moins qu'il y a 3 ans la menace nucléaire de Poutine. On verra dans 1 an, mais c'est plus trop. Elle résiste encore, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est un parallèle et c'est une équation à prendre en compte au moment où on demande aux gens de payer pour notre défense, au moment où on demande aux gens, Magali, de faire des investissements, de faire des sacrifices. Et vous avez Poutine, regardez, qui nous montre des... Pour l'Allemagne, l'énergie. Et l'Allemagne pour l'énergie, qui se fournissait largement auprès de la Russie, et à qui on demande aux Allemands de faire des efforts pour un nouvel armement. De toute manière, ce chantage nucléaire, il a commencé avec le début de la guerre en Ukraine pour essayer de justement peser sur les opinions, essayer de dissuader les gouvernements de continuer à armer l'Ukraine. Mais au-delà, je pense que cette séquence-là que l'on vient de vivre, il faut aussi l'intégrer dans ces négociations qui patinent, qui n'aboutissent pas avec les États-Unis. C'est aussi un dialogue entre grands qu'essaye d'instaurer Vladimir Poutine. Lorsqu'il dit, là, vous voyez, nous avons des armes nucléaires bien supérieures à toutes celles qui existent. Évidemment, vous suivez le regard, c'est évidemment supérieur à celle de Donald Trump. Donc c'est une façon aussi de dire à Trump, les sanctions, c'est pas la bonne tactique avec moi. Revenons à la table des... Et pourtant, on sait... Mais à mes conditions. Donc, il y a une ambivalence en ce moment du côté de la Russie, parce qu'il y a cette façon vraiment d'intimider, de mettre en scène l'armement, ce nouvel armement qui potentiellement peut embarquer l'arme nucléaire. Les Américains regardent de très très près depuis notamment le début du mois d'août, parce qu'ils savaient que Poutine était en train d'essayer de tester ce missile en Arctique. Donc, la Russie était sous surveillance. La Russie était vraiment sous surveillance. Et en même temps, Poutine a envoyé... Comme quoi Trump n'a pas la vue basse, il se méfie... En même temps, Poutine a envoyé son émissaire chargé des négociations économiques, qui est en ce moment aux États-Unis, et qui dit complètement l'inverse, qui dit nous ne sommes pas si loin finalement d'un accord de paix avec l'Ukraine. Donc continue en même temps à laisser entrevoir la possibilité de pourparler. Tout ça, c'est pour essayer de faire revenir en arrière Donald Trump, qui a imposé ces sanctions, qui commence à donner l'aval des États-Unis à des frappes de plus longue portée. Donc il y a une façon de manier à chaque fois... Et délégué à son chef militaire en Europe, le fait d'aider les Ukrainiens à frapper dans la profondeur.